La crise énergétique a-t-elle inversé les rapports de force entre le Kremlin et Bruxelles? Et si la véritable dépendance n'était pas celle que l'on imaginait jusqu'ici? Il y a à peine 2 années, l'Europe affichait fièrement sa rupture avec le gaz russe. Pourtant, aujourd'hui, le vent tourne brutalement. Face à la flambée des prix de l'énergie, Bruxelles se retrouve, à contre-cœur, à regarder de nouveau vers Moscou, comme un naufragé cherchant une bouée de sauvetage. Au fond de la mer Baltique, les gazoducs Nord Stream, endommagés et inactifs, sont redevenus le centre de toutes les discussions. À l'approche de l'hiver, les réserves de gaz fondent dangereusement, tandis que l'industrie européenne, privée d'énergie bon marché, chancelle. Pour comprendre l'ampleur de ce choc, il suffit de se souvenir. L'Allemagne, par exemple, dépendait historiquement du gaz russe pour près de la moitié de son approvisionnement. Cette énergie servait non seulement à chauffer les foyers, mais aussi à alimenter des géants industriels comme BASF, Volkswagen ou Siemens. Dans les couloirs feutrés des institutions européennes, l'impensable se produit. Les appels à renouer le dialogue avec la Russie se multiplient. Des voix autrefois farouchement opposées à Moscou plaident désormais pour dissocier politique et économie, tant la menace de fermeture d'usines et de perte massive d'emplois devient concrète. Derrière les discours officiels, une réalité implacable s'installe. Sans solution rapide, l'Europe risque de vivre un hiver glacial, d'assister à la fermeture de ses industries et à une envolée du coût de la vie pour des millions de familles. En France, les factures énergétiques ont déjà augmenté de près de 50% en 2 ans. Dans certains pays d'Europe de l'Est, ce sont des écoles, des hôpitaux, des services de public entiers qui risquent la paralysie. Comment le continent, persuadé de pouvoir tourner la page du gaz russe, s'est-il retrouvé acculé? Pour percer ce renversement spectaculaire, remontons ensemble le fil des choix et des événements qui ont déclenché cette crise. Retour sur les promesses d'indépendance énergétique européenne et sur la série de chocs qui ont bouleversé l'équilibre du continent. Où tout a-t-il vraiment commencé? Il y a un peu plus de 2 années, l'Europe saluait bruyamment son émancipation du gaz venu de Russie. Aujourd'hui, la fête est finie. La réalité économique vient rappeler que l'idéalisme a un prix. Les journaux titraient alors sur la libération énergétique du continent, certains éditorialistes évoquant même la fin de l'ère russe. Tout bascule avec le sabotage spectaculaire des gazoducs Nord Stream dans les profondeurs de la mer Baltique. Ce choc brutal coupe soudain l'un des principaux accès européens au gaz russe, bouleversant l'équilibre énergétique en quelques heures. Ce sabotage, dont les responsables restent officiellement inconnus, a été comparé par certains experts à la crise pétrolière de l'année 1973, lorsque le monde entier a pris conscience de la fragilité de ses approvisionnements énergétiques. Très vite, les dirigeants européens optent pour une politique de sanctions ambitieuse, convaincus d'affaiblir Moscou et de s'émanciper d'une dépendance jugée néfaste. L'Europe rompt ses liens énergétiques séculaires, espérant s'ouvrir à une nouvelle ère d'indépendance. Cette décision s'inscrit dans une longue série d'embargos et de mesures de rétorsion, rappelant les tensions de la guerre froide. Dans les discours officiels, l'autosatisfaction domine. Ministres et commissaires se congratulent d'avoir tourné la page du gaz russe. L'optimisme règne malgré les premiers signaux d'alerte venus de l'industrie. Certains gouvernements annoncent des plans d'investissement massifs dans les énergies renouvelables, promettant des lendemains radieux. Mais derrière cette façade, la situation est bien plus précaire. En 2 hivers, les réserves européennes n'ont été remplies qu'à moitié. En l'an 2024, les stocks plafonnent à tout juste 50% de leur capacité. Pour la première fois depuis la création du marché commun de l'énergie, la sécurité d'approvisionnement est ouvertement remise en question. Ce déficit frappe de plein fouet les industries allemandes et françaises. Usines à l'arrêt, production freinée, emplois menacés, la compétitivité industrielle, socle du continent, chancelle sous le double choc de la pénurie et de la flambée des prix. L'exemple du secteur chimique allemand est emblématique. BASF, l'un des plus grands producteurs mondiaux, annonce la fermeture temporaire de certaines lignes de production. En privilégiant la posture politique sur les réalités économiques, l'Europe s'est exposée à une fragilité sans précédent. Les choix d'hier ouvrent la voie à une crise dont les répercussions se font sentir dans chaque foyer, chaque entreprise. Dans les zones rurales, des agriculteurs témoignent d'une explosion du coût des engrais, directement liée à la raréfaction du gaz. Pourtant, derrière la simple question de l'approvisionnement énergétique se cache une lutte d'influence beaucoup plus vaste.
Comment l'Europe en est-elle arrivée à sacrifier sa stabilité sur l'autel de stratégies géopolitiques incertaines, quand la dépendance énergétique ne peut plus être ignorée? Qui détient réellement le pouvoir? Dans les bureaux feutrés de Berlin, les géants industriels allemands multiplient les appels discrets à renouer avec Moscou. Pour eux, l'alerte est claire: sans gaz russe, toute l'industrie allemande menace de s'arrêter, incapable de rivaliser sur le marché mondial. Cette situation rappelle la crise sidérurgique des années 80, où l'Allemagne avait déjà frôlé la récession à cause du coût de l'énergie. Cette urgence économique expose les fissures politiques du continent. L'Allemagne, pressée par ses industriels, se heurte à une France hésitante, et surtout à la Pologne et aux pays baltes, farouchement hostiles à toute concession envers la Russie. Autour de la table européenne, chacun tente de sauver ses intérêts, mais aucun compromis n'émerge. Les réunions du Conseil européen deviennent de véritables champs de bataille, où les intérêts nationaux priment sur l'unité. Les solutions alternatives, jadis promises comme salutaires, se dévoilent décevantes. Le gaz naturel liquéfié venant des États-Unis ou du Moyen-Orient coûte bien plus cher, et sa fourniture dépend de chaînes logistiques longues et vulnérables. En France, le port méthanier de Dunkerque tourne à plein régime, mais cela ne compense pas la perte des volumes venus de Russie. L'Europe réalise soudain que l'indépendance énergétique n'a jamais été qu'un mirage, alors que l'hiver approche inexorablement. Plusieurs experts rappellent l'échec du projet Nabucco, censé diversifier les approvisionnements gaziers dès les années 2010, mais jamais concrétisé. Le Kremlin, conscient de ce basculement, impose ses conditions: réparation financière, garantie de sécurité pour ses infrastructures et surtout reconnaissance officielle de la responsabilité du sabotage. Moscou ne réclame pas seulement des excuses, mais une déclaration publique d'humilité de la part de l'Europe, une reconnaissance de ses erreurs stratégiques. La diplomatie européenne chancelle. Comment négocier sans s'abaisser? Les capitales s'affrontent sur chaque mot, chaque geste. La moindre concession visible risque d'attiser la colère de populations déjà fragilisées par la hausse des prix et la peur du recul économique. Mais ignorer la réalité, c'est courir vers un effondrement industriel et social sans précédent. Chaque option a désormais un coût. L'Europe n'a plus le luxe de s'appuyer uniquement sur ses convictions politiques. La réalité économique impose la négociation. Le rapport de force s'est inversé. Ce n'est plus Moscou qui sollicite Bruxelles, mais bien l'inverse. Ce moment rappelle les négociations du plan Marshall, où l'Europe, ruinée, avait dû accepter l'aide américaine sous conditions strictes. Accepter les exigences russes, c'est admettre une erreur stratégique majeure. Mais à quel prix pour la crédibilité et l'avenir de l'Europe? La tension monte dans les couloirs du pouvoir, alors que chaque décision semble piéger un peu plus les dirigeants européens. Mais une surprise inattendue pourrait bien rebattre toutes les cartes. L'hiver approche. Dans les capitales européennes, une question obsédante circule. Que se passera-t-il si la Russie coupe vraiment le gaz? Imaginez le choc. Du jour au lendemain, les livraisons s'arrêtent. Les premiers froids frappent. Des milliers d'usines cessent leur activité, incapables de payer des factures d'énergie qui flambent. Le chômage explose, des quartiers entiers grelottent, la colère gronde, des manifestations éclatent, la pression sur les gouvernements atteint des sommets. Les dirigeants vacillent, menacés par la rue et l'urgence sociale. Ce scénario n'est pas de la fiction. Lors de la crise ukrainienne de l'an 2006, la Russie avait déjà coupé une partie de ses livraisons, provoquant des coupures de chauffage en Slovaquie et en Hongrie. Les files d'attente devant les centres de distribution de charbon avaient alors fait la une des téléjournaux. Pourtant, un autre scénario reste possible. Un compromis fragile émerge. L'Europe et la Russie trouvent un terrain d'entente. Les flux de gaz reprennent partiellement. Les entreprises redémarrent. Les foyers retrouvent un peu de chaleur. Mais chacun sait qu'un simple faux pas pourrait tout faire chavirer à nouveau. Sur le plan géopolitique, la tension monte d'un cran. Les États-Unis exhortent l'Europe à tenir bon face au Kremlin, tandis que les pays d'Europe de l'Est dénoncent toute concession à Moscou. Les divisions s'approfondissent au sein de l'Union européenne. La solidarité s'effrite, la défiance s'installe. Rappelons qu'au sein même de l'OPEP dans les années 70, les désaccords internes avaient déjà affaibli la capacité de négociation européenne. L'image politique de l'Europe se fissure. Après avoir proclamé leur indépendance, les dirigeants doivent reconnaître publiquement leur dépendance vis-à-vis de la Russie. Leur crédibilité, tant en interne qu'à l'international, s'effondre sous les regards sceptiques. Pour certains observateurs, cela rappelle le moment Suez de l'année 1956, lorsque la France et le Royaume-Uni avaient dû plier face à la pression américaine et internationale.
Le Kremlin, lui, n'a plus besoin de menacer. Sa position de force lui permet d'imposer son tempo, sans un mot de trop. Moscou observe, impassible, tandis que l'Europe retient son souffle, suspendue aux décisions venues de l'Est. À cet instant, chaque choix devient crucial. Une erreur aujourd'hui pourrait coûter à l'Europe non pas une crise, mais des décennies de recul industriel. Le prix de l'énergie, la survie des entreprises, la vie quotidienne de millions de citoyens sont suspendus à ces décisions. Face à ces possibles, une question brûle les lèvres. Quelles leçons concrètes l'Europe saura-t-elle tirer pour éviter de tomber, demain, dans le même piège ? Pour comprendre comment l'Europe a pu se retrouver dans une position aussi vulnérable, il faut revenir sur les choix stratégiques des dernières décennies. Ces décisions révèlent un jeu d'illusions et de dépendance qui n'a cessé de croître. L'exemple du nucléaire français, autrefois source de fierté, a été fragilisé par le manque d'entretien et la fermeture anticipée de centrales. En Allemagne, le choix de sortir du nucléaire s'est accompagné d'une dépendance accrue au gaz, un calcul qui s'avère aujourd'hui risqué. Et si le salut économique passait par l'humilité politique, ce revirement spectaculaire porte une leçon essentielle. Opposer idéologie et économie, c'est risquer d'entraîner tout un continent dans la tourmente. Derrière les postures se cache une vérité brute. Le gaz naturel n'est ni un symbole ni un slogan. Il chauffe nos foyers, fait tourner nos usines, garantit notre sécurité alimentaire et la cohésion de nos sociétés. Première urgence, rompre définitivement le lien toxique entre querelles idéologiques et impératifs économiques. Lorsque l'énergie est en jeu, chaque décision politique pèse lourd, sur le coût du chauffage, sur la survie des emplois industriels, sur le prix de chaque denrée produite en Europe. Ramener ces enjeux vitaux à des affrontements de principes, c'est mettre en péril la compétitivité et la souveraineté européenne. La crise grecque de 2010 a déjà montré combien l'intransigeance idéologique pouvait aggraver une crise économique. Deuxième évidence, diversifier les sources d'énergie sans sacrifier la compétitivité. Se replier sur un modèle unique ou sur une seule ligne de conduite rend l'Europe vulnérable. C'est en multipliant les approvisionnements, en renforçant les capacités de stockage et en misant sur l'innovation que l'Europe pourra se prémunir contre de nouveaux chocs et protéger son tissu industriel. L'exemple du Qatar, devenu un acteur majeur du gaz naturel liquéfié, illustre l'importance de diversifier ses partenaires. Négocier sur la base des faits, non de l'émotion, devient alors un impératif. L'ère des débats passionnés et des sanctions dictées par la colère doit céder la place à une diplomatie pragmatique, guidée par des données, des analyses solides et l'intérêt commun. L'efficacité énergétique n'est plus une formule creuse, c'est une priorité incontournable. Les Pays-Bas, par exemple, ont réussi à réduire leur consommation de gaz de près de 20% par une politique d'isolation thermique ambitieuse. Reconnaître ces erreurs n'est pas une faiblesse, mais le socle d'une nouvelle stabilité. Admettre que certains choix ont mené à une impasse permet d'ouvrir un dialogue sans arrogance. C'est un test de crédibilité, mais aussi la condition pour rassembler partenaires et citoyens autour d'un projet partagé. L'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, a su reconnaître ses erreurs pour rebâtir sa puissance industrielle. Enfin, préparer l'avenir exige une politique énergétique ancrée dans le réel. L'humilité oblige à regarder en face les besoins, à anticiper les défis et à investir dans des solutions durables et adaptables. Le véritable leadership, c'est d'avoir le courage de choisir ce qui marche, même si cela bouscule certains dogmes. Concrètement, cela signifie soutenir la rénovation énergétique des bâtiments, investir massivement dans la recherche sur l'hydrogène vert, ou encore développer des partenariats énergétiques avec des pays émergents comme le Maroc ou la Norvège. Cela impose également de renforcer la résilience des réseaux électriques face aux cyberattaques, un risque qui a déjà paralysé des hôpitaux en Allemagne et en Irlande. Refuser de tirer les leçons de cette crise, c'est condamner l'Europe à l'impuissance et à la dépendance. La force réside dans la capacité à évoluer, à écouter les faits et à placer l'intérêt collectif au-dessus des apparences. Les États-Unis, après le choc pétrolier, ont su transformer leur économie grâce à l'innovation et au pragmatisme. Pourquoi pas l'Europe ? Mais derrière ces constats, une question demeure. Comment l'Europe peut-elle sortir de l'impasse sans sacrifier ses valeurs ni sa sécurité ? La réponse se joue là où se croisent diplomatie, innovation et courage politique. L'hiver punit l'orgueil sans appel. L'Europe, autrefois convaincue de pouvoir tourner la page du gaz russe, se retrouve face à une réalité implacable. Sa sécurité énergétique dépend de choix pragmatiques, non de slogans. Cette leçon, déjà apprise lors du choc pétrolier de 1973, semble devoir être redécouverte génération après génération. La récente crise énergétique n'est pas un simple épisode.
C'est un signal d'alarme pour tout le continent. L'excès de confiance, le refus d'adapter les stratégies à la géopolitique ont mis en péril des millions de foyers et menacent la pérennité de nos économies. En Espagne, le gouvernement a dû subventionner massivement les factures de gaz pour éviter une crise sociale majeure. Les conséquences ne sont pas abstraites. Ce sont les factures qui flambent, les emplois précaires et l'industrie qui vacille, hiver après hiver. Derrière chaque débat politique, ce sont des vies, des familles, des entreprises qui basculent. L'exode industriel observé en Italie, avec la fermeture de plusieurs usines textiles, en est un triste témoignage. Le temps n'est plus au symbole. Ce qui se joue, c'est la capacité de l'Europe à chauffer ses maisons, à garder ses usines en marche et à protéger le quotidien de ses habitants. L'indépendance énergétique rêvée, brandie comme étendard, se heurte aujourd'hui à ses propres failles. L'Europe, obligée de rouvrir des portes jadis claquées. Les événements récents rappellent une vérité brutale. Aucune stabilité n'est garantie. Ignorer les leçons du passé, c'est condamner le continent à revivre la crise, année après année. Prendre des décisions déconnectées du réel, c'est exposer toute une génération à la précarité. Les crises du charbon du XIXe siècle, déjà, avaient souligné l'importance de l'anticipation et de la diversification. À présent, chacun doit exiger de ses dirigeants qu'ils privilégient la lucidité à l'orgueil, la responsabilité aux effets d'annonce. S'informer, questionner, vérifier les faits, plutôt que les discours. Voilà les nouveaux réflexes citoyens pour ne plus subir, mais influer sur le destin énergétique de l'Europe. L'histoire récente montre combien la frontière est mince entre ambition politique et déni du réel. La prochaine décision capitale ne dépendra ni de posture ni de fierté, mais du courage d'affronter la vérité, même quand elle dérange. Car, au bout du compte, la véritable indépendance n'est pas de couper les ponts, mais de bâtir des alternatives solides. L'Europe en a la capacité, à condition de regarder le monde tel qu'il est et non tel qu'elle voudrait qu'il soit. Le futur énergétique du continent se construit aujourd'hui dans l'humilité, la solidarité et la lucidité. C'est là, et là seulement, que l'Europe pourra espérer tourner la page, pour de bon.